de la paroi visicale. Et bien sûr, on peut trouver des dilatations des cavités plus les urtères, c'est-à-dire ce qu'on appelle urétéro-hydronéphrose. Hydronéphrose, quand on a uniquement une dilatation du bassinet et du calice, et urétéro-hydronéphrose, c'est quand on a une dilatation de l'urtère, du bassinet et du calice. Ça, ce sont des termes urologiques très importants à apprendre. Si c'est de façon unilatérale, on parle de ce qu'on appelle méga-urtère, c'est-à-dire un urtère qui est dilaté. C'est pas ça, ça s'appelle méga-urtère. Quand c'est bilatéral, c'est-à-dire les deux côtés sont dilatés avec une vessie dilatée aussi, ça c'est en anténatal toujours, c'est-à-dire on fait une échographie, on trouve qu'on a la vessie qui est grande et on a aussi les deux côtés, l'urtère et les voies excrétrices qui sont dilatées. Là, c'est une suspicion d'une obstruction sous-vésicale et c'est une suspicion de la valve de l'urètre postérieur chez un garçon. Si une femme enceinte d'un bébé garçon qui a une urétéro-hydronéphrose bilatérale avec une vessie dilatée, c'est-à-dire c'est une valve de l'urètre postérieur jusqu'à preuve de contraire. Bien sûr, il faut toujours, quand on ne cherche pas uniquement les malformations des voies urinaires, il faut chercher les autres malformations parce qu'on a souvent des associations malformations. C'est l'association, par exemple, la plus connue, c'est l'association Vacterl. L'association Vacterl, c'est une association qui comprend plusieurs malformations, donc les vertèbres, les malformations anorectales, les malformations cardiaques, TE, c'est l'œsophage, et aussi on a malformation au niveau du rein et le membre, voilà. Donc vous l'avez vu peut-être dans l'atrésie de l'œsophage ou l'omphalocète. C'est une association qui est très connue, chez l'enfant en fait. Et l'échographie anténatale doit être répétée, c'est-à-dire il y a des fois on détecte une anomalie à l'échographie par exemple du deuxième trimestre et quand on la contrôle au troisième trimestre, on ne va pas trouver. C'est possible. Il y a des fois des dilatations qui sont fonctionnelles et qui sont spontanément régressives. La même chose, des fois, on nous dit qu'il y a une dilatation à l'échographie morphologique anténatale et lorsqu'on contrôle ça une semaine après la naissance, on peut trouver un résultat qui est quasiment normal, si possible. Mais il faut s'appliquer, il faut le faire. Parce que ce n'est pas toujours le cas. Souvent, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire quand on a une anomalie, souvent c'est une anomalie et qu'il faut surveiller ou bien traiter. L'intérêt du diagnostic anténatal, d'abord, c'est l'accouchement médicalisé. C'est-à-dire si on sait que ce bébé-là est porteur d'une malformation, que ce soit urinaire ou autre, on va conseiller la maman pour accoucher dans une structure où il y a un centre spécialisé pour la prise en charge de cette malformation. Par exemple, s'il est aphagique, on ne va pas lui dire c'est bon, vous pouvez accoucher aphagique. Non, il doit venir à Oujda pour accoucher au CHU par exemple, pour que cet enfant-là soit bien pris en charge, surtout pour certaines malformations. Exemple, c'est l'omphalocèle ou bien le laparoschisis. C'est un enfant qui doit naître à côté du bloc opératoire. Il ne doit pas naître à distance du bloc opératoire. Il doit naître à côté du bloc opératoire. Là, il va se faire opérer. Il doit se faire opérer dans les premières heures. La même chose pour une atrésie de l'œsophage, par exemple. Une atrésie de l'œsophage, la même chose. C'est un enfant qui doit naître proche du centre
ou il va se faire opérer parce que c'est une malformation qui nécessite une chirurgie rapide. Une valve de l'urètre postérieur, la même chose. Une valve de l'urètre postérieur, s'il est né, il doit rapidement être pris en charge parce qu'on doit lever l'obstacle au moins de façon temporaire, parce que sinon l'enfant va rentrer rapidement dans un choc septique et va mourir. Donc, accouchement médicalisé, bien sûr, le transfert de nouveau-né sera plus facile. Et aussi, quand on fait le diagnostic anténatal, on prépare la famille. Parce que, imaginez une famille, le gynéco lui dit, à chaque consultation, il lui dit tout va bien, tout va bien, tout va bien. Et le jour de la naissance, elle est surprise par une malformation. C'est un choc, c'est une catastrophe pour la famille. C'est un vrai drame. Et aussi pour améliorer le pronostic, parce qu'une malformation, une malformation prise en charge précocement, qui dit prise en charge précocement, dit bon résultat, des bons pronostics. Et bien sûr, l'interruption thérapeutique de la grossesse dans les malformations complexes, je pense qu'on va y arriver au Maroc. On n'est pas là encore, mais on va y arriver parce qu'il y a certaines malformations qui sont complexes, qui sont au-dessus de toute thérapeutique. C'est-à-dire des malformations qui vont bénéficier d'une dizaine d'interventions chirurgicales avec un résultat qui est aléatoire. Je pense que le mieux, c'est une interruption thérapeutique de grossesse, parce que là, c'est pas vraiment... C'est thérapeutique. C'est thérapeutique. Donc, il faut que la législation soit claire dans ce sens. Après la naissance, maintenant, tout ça c'est avant la naissance. Après la naissance, là ça dépend de l'âge. Avant 6 mois, normalement, il faut rechercher d'abord systématiquement une neuropathie malformative, surtout les apparentes, c'est-à-dire par un bon examen. Et là je parle de l'examen des organes génitaux externes surtout. L'examen des organes génitaux externes, c'est un examen qui doit être systématique en salle d'accouchement, c'est-à-dire en salle de naissance, pour ne pas passer à côté des anomalies de différenciation sexuelle, ce qu'on appelait autrefois les ambiguïtés sexuelles, parce que sinon, surtout dans notre contexte, une fois que le bébé échappe, c'est-à-dire au diagnostic, ça y est, il est parti. On va déclarer une fille, un garçon et l'inverse aussi. Et par exemple les testicules aussi. Les testicules qui doivent normalement, les cryptorchidies, qui doivent être pris en charge aux alentours de l'âge de 1 an. Maintenant, 80% des cryptorchidies qu'on voit dans notre pratique quotidienne, ils dépassent de loin cet âge-là. Il y a des enfants que j'ai reçus pour la première fois à l'âge de 10 ans pour une cryptorchidie. Personne n'a fait la remarque, que ce soit médecin ou infirmier ou même la maman, parce que quand on a des bourses qui sont déshabitées, c'est facile de faire le diagnostic. Il suffit d'avoir une maman qui est éveillée et qui est un peu intelligente, il va faire la remarque. Avant la naissance, donc on cherche systématiquement les neuropathies malformatives. C'est le contexte malformatif. Ici, ce n'est pas un contexte malformatif, il faut rechercher les neuropathies qui sont apparentes. Les masses abdominales, il faut faire attention aux masses abdominales parce que les hydronéphroses géantes peuvent donner une distension abdominale, une masse abdominale. Un contexte infectieux, plus ou moins des signes digestifs. Il faut savoir que le deuxième tractus qui s'infecte chez l'enfant, surtout à cet âge-là, durant les premiers 6 mois, c'est l'appareil urinaire. C'est-à-dire si vous avez un contexte infectieux chez un nourrisson de quelques mois, il faut penser à l'appareil urinaire. Bien sûr, le premier c'est l'appareil respiratoire, mais le deuxième c'est l'appareil urinaire. Pourquoi je dis ça? Parce que combien d'infections urinaires qui sont traitées pour des pharyngites? Le médecin voit un nourrisson de 1 mois avec une fièvre, il
fait un examen par la baisse-langue, il trouve une gorge qui est rouge, il conclut à une pharyngite et il le traite comme pharyngite. Le deuxième mois, la même chose, il fait la même chose. Troisième mois, la même chose. Jusqu'à ce qu'il tombe entre les mains de quelqu'un qui a le réflexe de tractus urinaire. Il demande juste une bandelette, il met juste une bandelette urinaire, il trouve qu'il y a une infection urinaire. Donc tous les autres épisodes, c'était des infections urinaires et qui sont maltraités comme des pharyngites. Et il faut savoir que pour l'infection urinaire, chaque épisode d'infection urinaire se solde par la perte de quelques néphrons. Parce que chaque pylonéphrite, chaque épisode de pylonéphrite réalise des cicatrices rénales définitives. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas passer à côté d'une infection urinaire, et encore plus parce qu'une fois que vous diagnostiquez une infection urinaire, il ne faut pas la traiter et s'arrêter. Il faut la traiter, mais lancer une enquête étiologique. Un enfant n'a pas le droit de faire une infection urinaire comme ça, sans étiologie. Toute infection urinaire, elle est due à une anomalie urinaire. Au moins, il y a un reflux, un petit reflux. S'il y a la petite malformation que peut avoir un enfant qui fait une infection urinaire, c'est un petit reflux. Mais sinon, c'est plus. De 6 mois à 3 ans, c'est souvent des fièvres à répétition. Là aussi, c'est la même chose. La même chose parce que aux urgences ou bien dans les cabinets de médecine générale, un enfant qui vient à chaque fois pour une fièvre, on le traite. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on traite, mais on le traite. Fièvre égale antibiotique. Non, c'est pas ça. Il ne faut pas traiter toute fièvre par les antibiotiques. Parce que beaucoup de médecins, ce qu'ils font, c'est que un enfant qui vient avec une fièvre, il l'examine et ne trouve rien. Pour, je sais pas, pour faire satisfaire la famille ou bien pour, je sais pas, dans le souci d'avoir une aggravation de l'enfant, il lui donne une ordonnance où il y a des antibiotiques. Une semaine d'antibiotiques. Au moins, il lui donne une amoxicilline ou une céphalosporine de 3e génération, comme ça. L'évolution, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va guérir. Parce que quand même, les infections urinaires de l'enfant, ils sont sensibles à l'amoxicilline protégée, ils sont sensibles au céphalosporine de 3e génération, mais vous traitez à l'aveugle. Et quand vous traitez à l'aveugle, qu'est-ce que vous faites? Vous développez des résistances. C'est-à-dire la prochaine fois où vous allez faire, le jour où vous allez faire le diagnostic de l'infection urinaire, là vous allez trouver des difficultés à agir sur le germe. Même l'Escherichia coli, il devient un autre Escherichia coli. C'est un Escherichia coli qui est résistant. Donc c'est pour ça qu'il ne faut jamais traiter à l'aveugle une infection quelle qu'elle soit. Et encore plus chez l'enfant. Chez l'enfant, parce que l'enfant, si vous développez des résistances chez l'enfant, chez un enfant qui a 6 mois, qu'est-ce qu'il va faire quand il aura 20 ans? C'est difficile. Donc, aux 6 mois à 3 ans, la fièvre à répétition, pensez à l'infection urinaire, il faut simplement demander une bandette urinaire, c'est facile. Parce qu'aussi, le paradoxe qu'il y a dans les urgences, dans les cabinets, c'est qu'à chaque fois qu'on suspecte une infection urinaire, on demande un ECBU. Non, c'est beaucoup. Parce que pour quelqu'un qui est porteur d'une uropathie malformative, il pense aussi aux familles. Et souvent, ces familles-là, lorsqu'il vient à minuit, le soir. Et vous lui demandez de faire un ECBU à chaque fois. C'est beaucoup. Et encore plus, pour le faire, il faut trouver un laboratoire. Des fois, dans les hôpitaux, on ne fait pas ça sur place, etc. Donc, il y a beaucoup de difficultés. Pour résoudre ce problème-là, il y a une solution qui est très simple, c'est la bandelette urinaire. C'est-à-dire, vous avez un enfant qui a un tableau qui est atypique, il a une fièvre, par exemple, avec une fièvre isolée. Ou bien, il a un tableau digestif, il a des vomissements, fièvre plus vomissements plus diarrhée.
Mais dans votre esprit, vous dites peut-être que c'est une infection urinaire, parce que l'infection urinaire peut donner un tableau de... Vous mettez une bandelette urinaire. Si c'est positif, si c'est négatif, c'est négatif. Parce que la bandelette urinaire a une valeur prédictive négative de 100%. C'est-à-dire quand elle est négative, ça y est, le problème est réglé. Ce n'est pas une infection urinaire. Vous pouvez dire à la maman que ce n'est pas une infection urinaire. C'est-à-dire c'est autre chose. Là, vous pouvez penser à tout ce que vous voulez, l'ORL, les otites, bronchite, gastro-entérite, etc. Mais si c'est positif, là, c'est possible d'avoir une infection urinaire. Quand c'est positif, là, il faut compléter par un ECB. Mais il ne faut pas demander à chaque fois un ECB.